Le clic retentit comme un coup de feu dans le silence de son bureau, et Anaïs sentit son estomac se nouer avant même que l'écran ne se rafraîchisse. « C'est fait », murmura-t-elle, les doigts tremblants sur le clavier, imaginant déjà le sourire d'Alice illuminant son visage quand elle lirait ces mots qu'elle avait mis des semaines à ciseler. Mais en un battement de cils, l'horreur la frappa. Non, pas à Alice seule, à tout le conseil d'administration, une liste de destinataires qui s'étalait comme une sentence, 30 noms gravés en lettres impitoyables. Barcelone bruissait au dehors, ses rues animées par le flux incessant des passants sous le ciel d'automne bas et lourd, mais dans la tour de verre du cabinet d'avocat où Anaïs travaillait, le temps s'était figé. À 28 ans, elle était l'une des plus jeunes associées, une étoile montante venue de Paris pour conquérir l'Espagne avec son accent français chantant et son esprit acéré. Pourtant, ce soir-là, alors que la Sagrada Familia se découpait en ombres élancées contre le crépuscule, Anaïs n'était plus qu'une silhouette affaissée sur sa chaise, les yeux rivés à l'écran où le mail, ce maudit mail, pulsait comme une plaie ouverte. Chère Alice, depuis le premier jour où nos regards se sont croisés dans la salle de réunion, je n'ai cessé de penser à toi. Tes yeux bleus, comme la mer de la Costa Brava, m'ont emporté dans un tourbillon dont je ne veux pas m'échapper. Laisse-moi te dire, enfin, que je t'aime. Les mots, si intimes, si crus dans leur vulnérabilité, étaient là, exposés à la vue de tous, le PDG austère, les directeurs financiers aux airs de moines laïcs, et pire encore, les collègues qui guettaient le moindre faux pas pour l'éclipser. Anaïs porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot qui menaçait de déborder. Comment avait-elle pu? Une erreur de copier-coller, un clic distrait après une journée de négociations tendues sur un contrat immobilier à Malaga. Et maintenant, son cœur, ce sanctuaire qu'elle avait gardé jalousement clos depuis son adolescence tourmentée à Lyon, gisait nu devant des inconnus. Elle se leva d'un bond, renversant sa tasse de café froid qui se répandit en une flaque sombre sur le tapis berbère. Dehors, la Rambla s'illuminait, mais Anaïs n'y prêtait plus attention. Son esprit tourbillonnait autour d'Alice, 32 ans, directrice marketing du cabinet, une femme d'une élégance féline, avec ses cheveux blonds ondulés qui dansaient comme des vagues quand elle riait lors des pauses café. Alice, qui avait fui un mariage arrangé à Madrid pour embrasser sa vérité à Barcelone, une lesbienne discrète mais affirmée, dont les discours enflammés sur l'égalité des genres lors des séminaires faisaient vibrer Anaïs jusqu'à l'âme. Elle s'était rapprochée lors d'un voyage d'affaires à Séville, partageant des tapas tardives sous les étoiles andalouses, des confidences chuchotées sur des ex-amours et des rêves inavoués. Anaïs avait cru que ce mail serait le pont vers quelque chose de plus, un aveu libérateur dans une ville où l'amour, même défendu, fleurissait en secret comme les bougainvilliers sur les balcons du quartier gothique. Mais le destin, ce farceur cruel à la manière des tragédies grecques revisitées par Cocteau, en avait décidé autrement. Les premières réponses affluèrent comme des flèches empoisonnées. Mademoiselle Duval, ceci est inacceptable dans un cadre professionnel, tonna le mail du PDG, suivi d'une pièce jointe, un protocole disciplinaire. Puis vinrent les rires étouffés des collègues, des captures d'écran circulant dans les groupes WhatsApp internes, transformant son tourment en une comédie de bureau. Anaïs s'effondra contre la vitre froide, regardant les lumières de la ville qui scintillaient comme des yeux moqueurs. Elle pensa à sa mère, restée en France, qui l'avait élevée seule après le départ de son père, lui répétant que l'amour était une force, pas une faiblesse. Et pourtant, ici, à des milliers de kilomètres, cet amour naissant se muait en poison. La nuit s'épaissit, et Anaïs, les joues striées de larmes, attrapa son manteau et quitta le bureau sans un regard en arrière. Les rues de Barcelone l'accueillirent avec leur chaos bienveillant, des couples enlacés sous les porches, des guitaristes flamenco improvisant des mélodies poignantes, l'odeur de churros frits se mêlant à celle de la mer proche. Elle marcha sans but, ses pas la menant vers le port, où les vagues clapotaient contre les quais comme un écho à son cœur brisé. Était-ce la fin? Alice lirait-elle ces mots, ou les ignorerait-elle, noyée dans le scandale? Anaïs s'assit sur un banc, le vent salé fouettant son visage, et pour la première fois depuis des années, elle se permit de rêver à voix haute, et si c'était le début? Le lendemain matin, le cabinet bourdonnait d'une tension palpable. Anaïs arriva tôt, les yeux cernés par une nuit blanche passée à ressasser chaque mot du mail, chaque regard échangé avec Alice lors de ces réunions où leurs genoux se frôlaient sous la table de conférence. Elle s'installa à son bureau, feignant de consulter des dossiers sur une fusion d'entreprises à Valence, mais son esprit vagabondait. Les ragots filtraient déjà,
La petite Française, si prometteuse, qui craque pour la bosse, murmurait-on dans les couloirs. Puis, un bruit de talons résonna, ferme et assuré, et Alice apparut dans l'encadrement de la porte, son tailleur pantalon gris perle soulignant sa silhouette athlétique, forgée par des matinées de yoga sur la plage de la Barceloneta. « Anaïs » dit-elle d'une voix basse, presque un murmure, refermant la porte derrière elle. Ses yeux bleus, habituellement si vifs, étaient voilés d'une émotion indéchiffrable, colère? Pitié? Ou quelque chose de plus profond, comme un feu couvant sous la cendre? Anaïs releva la tête, le cœur battant la chamade, et dans cet instant suspendu, le monde extérieur s'effaça. Alice s'approcha, posant une main sur le dossier du fauteuil, si près qu'Anaïs pouvait sentir son parfum, un mélange subtil de jasmin et de sel marin, évoquant les rivages de Catalogne. Je suis désolée, balbutia Anaïs, les mots se bousculant comme des vagues en tempête. C'était une erreur, un accident. S'il te plaît, ignore-le. Je ne voulais pas. Mais Alice l'interrompit d'un geste doux, s'asseyant sur le bord du bureau, ses doigts effleurant presque ceux d'Anaïs. Arrête, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement, trahissant une vulnérabilité que peu connaissait. Tu crois que c'est l'erreur qui me bouleverse? C'est ce que tu as écrit, Anaïs. Ces mots. Ils m'ont touché plus que tu ne l'imagines. Un silence s'installa, chargé d'électricité, tandis que dehors, un camion de livraison klaxonnait dans la rue en contrebas. Alice se pencha, son souffle chaud contre l'oreille d'Anaïs. Mais le conseil. Ils ne verront pas ça comme une déclaration d'amour. Ils y verront une brèche dans la forteresse professionnelle que nous avons tous érigée ici. Anaïs sentit une chaleur monter en elle, un mélange de honte et d'espoir fou. Pour la première fois, Alice ne la regardait pas comme une collègue, mais comme une femme, une amante potentielle, avec ses failles et ses désirs. Elles parlèrent alors, à mi-voix, d'abord de la panique du moment, puis de souvenirs partagés, cette soirée à Séville où Alice avait l'avoué, un verre de manzanilla à la main, son premier baiser volé avec une danseuse de flamenco lors de la feria. Anaïs, encouragée, confia son enfance en France, les nuits passées à lire Sagan en cachette, rêvant d'un amour qui défierait les conventions. Le temps s'étira, et pour un instant, le scandale sembla loin, relégué aux ombres du couloir. Mais la réalité rattrapa vite son rêve éphémère. Une notification tinta, une réunion d'urgence convoquée par le PDG. Alice se redressa, son masque professionnel reprenant sa place. « Prépare-toi », dit-elle simplement, mais dans son regard, Anaïs lut une promesse muette, « Nous affronterons cela ensemble ». Tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence, Anaïs sentit le poids du conseil sur ses épaules, ces hommes et femmes en costumes impeccables qui détenaient son avenir. Le mail n'était plus une erreur privée, il était une bombe à retardement dans l'empire du droit barcelonais. La salle de conférence, avec ses baies vitrées donnant sur la mer Méditerranée, aurait dû être un sanctuaire de stratégie et de pouvoir. Au lieu de cela, elle devint un tribunal improvisé, où Anaïs se tenait debout, seule face à une rangée de visages sévères. Le PDG, un Catalan trapu aux moustaches grisonnantes nommé Senor Ruiz, tapotait son stylo sur la table en acajou, son regard perçant comme une lame de navaja. À sa droite, les directeurs financiers échangeaient des murmures, leurs tablettes affichant sans doute des projections de pertes non pas financières, mais réputationnelles. Et au fond, Alice, les lèvres pincées, observait en silence, son rôle de médiatrice précaire dans cette arène. Mademoiselle Duval, entama Ruiz d'une voix rocailleuse, teintée d'un accent catalan roulant les airs, comme des vagues en furie, votre initiative personnelle a franchi les limites du convenable. Dans un cabinet comme le nôtre, où la discrétion est notre atout maître, un tel débordement émotionnel peut ruiner des années de travail. Les mots planaient, lourds de sous-entendus homophobes voilés, dans cette Espagne post-franquiste où les progrès sociétaux masquaient encore des préjugés tenaces. Anaïs, les poings serrés le long de son corps, sentit la bile monter. Elle avait fui la rigidité provinciale de la France pour la vibrante liberté de Barcelone, ville des amours pluriels, des prides parades colorées le long des Ramblas. Pourtant, ici, dans ce bastion du pouvoir masculin, son amour pour Alice était réduit à un débordement. « Je m'excuse sincèrement », répondit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement intérieur, son français se mêlant à un espagnol hésitant appris à la hâte.
C'était une erreur technique, rien de plus. Je suis dédié à mon travail, et ce mail ne reflète en rien mon professionnalisme. Mais Ruiz balaya ses excuses d'un geste, se tournant vers le conseil. Nous devons envisager des mesures disciplinaires. Suspension, au minimum. Et une révision de votre rôle dans les négociations sensibles. Un murmure d'approbation s'éleva, ponctué d'un tout sautement gêné d'une des rares femmes présentes, une avocate quinquagénaire aux lunettes sévères. Alice ne put se taire plus longtemps. Elle se leva, sa posture droite comme une danseuse de flamenco prête à en découdre. Messieurs, mesdames, intervint-elle, sa voix claire et assurée résonnant dans la pièce comme un air d'opéra. Cette affaire est exagérée. Anaïs est l'une de nos meilleurs éléments, son erreur, si c'en est une, ne mérite pas une crucifixion publique. De plus. Elle hésita une fraction de seconde, ses yeux croisant ceux d'Anaïs dans un éclat de solidarité brûlante. De plus, dans une époque où l'authenticité est notre plus grande arme, punir l'humanité d'une collaboratrice serait un recul pour nous tous. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge murale. Ruiz haussa un sourcil, intrigué malgré lui. Alice, avec son charisme magnétique, avait toujours su naviguer ces eaux troubles, descendant d'une lignée de féministes madrilènes qui avaient lutté pour le droit au divorce sous Franco. La réunion s'acheva sur une note ambiguë, pas de sanction immédiate, mais une probation de 3 mois pour Anaïs, avec obligation de sensibilisation à la cybersécurité. Tandis que le conseil se dispersait, Alice retint Anaïs dans le couloir, la poussant doucement dans un recoin discret près des ascenseurs. « Tu as été courageuse », murmura-t-elle, sa main effleurant le bras d'Anaïs, envoyant une décharge électrique le long de sa peau. Mais ce n'est pas fini. Ruiz est un requin, il cherchera une faille. Anaïs, le cœur gonflé, osa enfin poser la question qui la rongeait. « Et toi, Alice ? » Ce que j'ai écrit. C'était vrai. Pour moi. Et pour toi ? Alice recula d'un pas, son visage se fermant comme une porte verrouillée. Anaïs, ce n'est pas le moment. Pas ici. La déception fut un coup de poignard, mais Anaïs hocha la tête, ravalant ses larmes. Elles se séparèrent ainsi, dans l'ombre des néons froids, mais ce soir-là, un mail arriva sur la boîte d'Anaïs, pas une réponse officielle, mais un message personnel d'Alice. « Rencontrons-nous ce soir, au bar d'El Plat. Viens seul. » Ah. Le cœur d'Anaïs s'emballa, était-ce une invitation à l'amour, ou à l'excuse formelle ? Le bar d'El Plat, niché dans l'Elborn, quartier labyrinthique de Barcelone où les ruelles médiévales abritaient des secrets depuis des siècles, était un havre pour les âmes bohèmes. Ses murs de pierre brute, ornés de photos jaunies de toreros et de poètes, exhalaient une atmosphère intime, imprégnée d'odeurs d'olives marinées et de vin rouge corsé. Anaïs arriva la première, nerveuse, commandant un vermut sec pour calmer ses nerfs. Quand Alice entra, enveloppée dans un châle de laine rouge sang, le temps sembla ralentir. Elle s'assit en face d'elle, ses genoux frôlant ceux d'Anaïs sous la table en bois patiné. « Je ne sais pas par où commencer », avoua Alice, ses doigts jouant avec la base de son verre. « Ton mail. Il m'a remué. Parce que moi aussi, je ressens quelque chose. Depuis Séville, depuis que tu as ri à ma blague idiote sur les azulejos. Mais j'ai peur, Anaïs. Peur de ce que cela pourrait détruire. » Elle raconta alors son passé, un coming-out douloureux à 25 ans, une relation toxique avec une artiste catalane qui l'avait laissé briser, jurant de ne plus mélanger amour et ambition. Anaïs écouta, captivée, partageant à son tour ses propres cicatrices, une adolescence passée à cacher ses attirances pour les filles du lycée, sous le regard scrutateur d'une mère conservatrice. La soirée s'étira en confidences, entrecoupée de rires et de silences complices. Dehors, la pluie se mit à tomber, fine et persistante, transformant les pavés en miroirs luisants. Quand elles sortirent, Alice prit la main d'Anaïs, un geste simple mais chargé de promesses. Elles marchèrent sous un parapluie partagé, leurs épaules se touchant, tandis que les lumières des bars projetaient des halos dorés sur leurs visages. Pour la première fois, Anaïs se sentit vue, vraiment vue, non comme une avocate en herbe, mais comme une femme aimante, désirée. Elles s'arrêtèrent près de la cathédrale, où les gargouilles veillaient sur la nuit, et Alice, d'un élan impulsif, se pencha pour un baiser doux, hésitant, puis passionné, goûtant à la pluie et au vermut.
Mais l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain, au cabinet, un nouveau scandale éclata. Un collègue, Ravière, un ambitieux avocat de 30 ans aux dents longues, avait intercepté le mail et l'avait diffusé plus largement, ajoutant des annotations moqueuses pour discréditer Anaïs. Pire, il insinuait qu'Alice était complice, sapant son autorité au conseil. La trahison de Ravière, qui avait feint l'amitié lors des afterworks, frappa Anaïs comme un coup bas. « Il veut ma place », confia-t-elle à Alice lors d'un appel frénétique. « Et la tienne, par ricochet. » Alice, pragmatique, organisa une contre-attaque, une enquête interne sur les fuites d'emails. Mais au fil des jours, la tension monta, transformant leur idylle naissante en un balai précaire sur le fil du rasoir. Anaïs passait des nuits à rédiger des contre-arguments, tandis qu'Alice naviguait les eaux politiques du Conseil, son soutien devenant le phare dans la tempête. Pourtant, sous la surface, des fissures apparaissaient, des dîners annulés pour des réunions tardives, des messages froids dictés par la prudence. Anaïs se surprit à douter, était-ce de l'amour, ou une alliance de circonstances ? Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité et de désirs refoulés, où Barcelone, avec sa dualité ensoleillée et orageuse, semblait refléter le tumulte intérieur d'Anaïs. Par le jour, elle enchaînait les audiences au palais de justice du Born, plaidant avec une ferveur accrue pour des clients immigrés en quête de papier, canalisant sa rage contre Ravière dans des victoires judiciaires éclatantes. Ses plaidoiries, imprégnées d'une passion française héritée des Lumières, impressionnaient même les juges les plus stoïques. Mais la nuit, dans son appartement exigu du Poble-Sec, quartier ouvrier aux murales anarchistes, elle relisait les Médalis, ses missives codées, pleines d'allusions poétiques à des vers de Lorca ou de Neruda, qui laissaient entrevoir un amour grandissant mais entravé. Alice, de son côté, déployait des manœuvres subtiles au Conseil. Lors d'une retraite stratégique à Sitges, station balnéaire chic à 1 heure de Barcelone, elle convainquit Ruiz de la valeur d'Anaïs en présentant un dossier sur ses contributions à un gros contrat avec une galerie d'art de Madrid. Elle apporte une sensibilité européenne que nous manquons, argumenta-t-elle, ses mots ciselés comme une sculpture de Gaudí. Ruiz, adouci par le vin local et la vue sur la mer, acquiesça vaguement. Pourtant, Ravière contre-attaqua lors d'un dîner informel, glissant à l'oreille d'un directeur, « Et si Duval était une distraction pour Moreau ?» Imaginez le scandale si cela s'ébruite. La rumeur, tel un virus, se propagea, empoisonnant l'air déjà chargé de suspicions. Le point de rupture survint un vendredi soir pluvieux, alors qu'Anaïs rentrait d'une visite à Montserrat, montagne sacrée où elle avait cherché refuge dans la solitude des ermitages. Son téléphone vibra, un message d'Alice, laconique, vient au bureau. Urgence. Le cœur serré, elle hâta le pas à travers les avenues détrempées, l'eau ruisselant sur les mosaïques de Parc Güell au loin. À son arrivée, le cabinet était désert, hormis la lumière tamisée du bureau d'Alice. Mais au lieu d'un accueil chaleureux, Anaïs trouva une scène de chaos, des papiers éparpillés, un ordinateur ouvert sur un email anonyme accusant Alice de favoritisme. « C'est Ravière », expliqua Alice, le visage pâle, ses cheveux dénoués pour une fois, lui donnant un air vulnérable de madone désemparée. « Il a fouillé dans mes fichiers, trouvé nos échanges personnels. Il menace de tout balancer au conseil si je ne le soutiens pas pour la promotion. » Anaïs sentit une fureur froide l'envahir, un sentiment de trahison qui la ramena à ses années d'enfance, quand une amie de lycée avait vendu ses secrets pour une place au soleil. « Nous devons l'arrêter, » dit-elle, posant ses mains sur les épaules d'Alice, sentant sous ses paumes la chaleur de sa peau à travers le chemisier fin. Dans cet instant, leurs lèvres se trouvèrent à nouveau, un baiser désespéré, chargé de la peur de tout perdre. Mais la réaction d'Alice surprit Anaïs. Au lieu de combativité, elle recula, les yeux emplis de larmes. « Anaïs, j'ai fait une erreur. Avant ton mail, j'ai partagé un verre avec Ravière après une réunion. Rien de plus, mais il a déformé ça, et maintenant. » Sa voix se brisa. « Il a des photos, anodines, mais compromettantes. Si cela sort, c'est ma carrière qui saute, et la tienne par la même occasion. » La révélation frappa Anaïs comme un éclair. Alice avait côtoyé l'ennemi, même innocemment, et ce secret, gardé par peur, sonnait comme une trahison. « Tu ne m'as rien dit ? Pendant que je me battais pour nous, tu portais ça seule ?» Les mots d'Anaïs, aiguisés par la douleur, firent mouche.
Alice s'effondra sur une chaise, avouant son isolement, sa terreur viscérale de revivre l'abandon passé. La nuit s'étira en confrontation, un duel verbal où l'amour se heurtait à la méfiance. Anaïs hurla sa frustration, évoquant les promesses chuchotées sous la pluie, tandis qu'Alice défendait sa prudence, forgée dans un monde où les femmes comme elle devaient ruser pour survivre. « Tu crois que c'est facile d'aimer ici, dans cette ville qui célèbre la diversité mais punit les écarts ?» lança Alice, sa voix montant en crescendo lyrique, comme une aria de Carmen. Les larmes coulèrent, abondantes, lavant les plaies invisibles. Vers l'aube, épuisées, elles s'enlacèrent sur le sol du bureau, le tapis perçant amortissant leur chute. « Pardonne-moi » murmura Alice, ses lèvres contre le cou d'Anaïs. « Je t'aime, malgré tout. Plus que la peur. » Ce pardon fragile fut le tremplin vers le chaos. Anaïs, galvanisée, proposa un plan audacieux, confronter Ravière publiquement, en enregistrant ses aveux pour une plainte formelle. Elles passèrent les jours suivants à préparer l'embuscade, se retrouvant en secret dans des cafés discrets du Raval, quartier multiculturel où l'anonymité régnait. Leurs nuits devinrent des bulles de tendresse volées, des dîners de paella maison chez Alice, appartement surplombant le port avec vue sur les cargos illuminés, où elles dansaient sur des airs de Buena Vista Social Club, corps contre corps, effaçant les ombres du jour. Anaïs découvrit en Alice une profondeur insoupçonnée, une femme qui lisait Proust en catalan, qui pleurait devant les films de Almodovar, qui rêvait d'un monde où l'amour n'était pas un risque calculé. Le jour J arriva lors d'une assemblée générale au cabinet, où le conseil devait voter les promotions. Ravière, confiant, s'avança avec son discours ronflant sur l'innovation digitale. Anaïs, dissimulée dans l'ombre, activa l'enregistreur de son téléphone quand il s'approcha d'Alice en aparté, susurrant ses menaces. « Soutiens-moi, ou tes petits secrets avec la française sortent. » La voix, claire comme du cristal, fut diffusée en direct via un projecteur piraté par un allié technique. Le silence qui suivit fut assourdissant, Ruiz se leva, rouge de colère, ordonnant une enquête immédiate. Ravière blêmit, son masque d'arrogance tombant en miettes. Mais la victoire fut amère. Dans la confusion, un mail anonyme, sans doute de Ravière ou d'un complice, fuit vers la presse locale, titrant « Scandale au cœur du barreau barcelonais, amour interdit ou complot interne ?» Les journaux, friands de drames humains, amplifièrent l'affaire, transformant Anaïs et Alice en figures tragiques d'un soap opéra corporate. Anaïs, harcelée par les appels, se réfugia chez Alice, où elles affrontèrent la tempête ensemble, levées sur un canapé usé, écoutant le grondement de la mer au loin. La tourmente médiatique transforma Barcelone en un amphithéâtre géant, où Anaïs et Alice devinrent les héroïnes involontaires d'un récit qui dépassait les murs du cabinet. Les tabloïds catalans, avec leur verve sensationnaliste, dépeignaient l'affaire comme un triangle passionné au sommet du pouvoir, ignorant la vérité nuancée d'un amour naissant piétiné par l'ambition. Anaïs, qui avait toujours fui les projecteurs, se vit traquée par des photographes aux abords de la Plaça Catalunya, ses traits fins immortalisés en noir et blanc, un air de défi mélancolique dans les yeux. Alice, plus aguerrie, organisa une conférence de presse improvisée depuis son bureau, déclarant d'une voix posée « Ce n'est pas un scandale, c'est une histoire humaine. Dans une ville comme Barcelone, berceau de la liberté, nous refusons de nous cacher. » Le Conseil, sous la pression publique, suspendit Ravière et lança une enquête transparente, menée par un cabinet externe. Ruiz, pragmatique, vit même dans le buzz une opportunité, « Cela humanise notre image », confia-t-il à Alice lors d'une réunion privée. Mais pour Anaïs, le prix était élevé. Des nuits d'insomnie la rongeaient, hantée par des visions de rejet, sa mère appelant de France, voix chevrotante, « Ma fille, reviens, l'Espagne n'est pas faite pour les cœurs fragiles. » Pourtant, dans les bras d'Alice, elle puisait une force nouvelle. Leur relation, jadis clandestine, s'épanouit au grand jour, des promenades main dans la main le long de la Barceloneta, où les vagues applaudissaient leur rire, des dîners aux chandelles dans des bodegas cachés du gothique, où elle toastait à l'avenir avec du cava pétillant. Un soir, sous un ciel étoilé parsemé de traînées d'avions au-dessus de l'aéroport d'El Prat, Alice emmena Anaïs à la Casa Batlló, chef-d'œuvre moderniste de Gaudí dont les toits ondulent comme un dragon endormi. Elles avaient réservé une visite privée après les heures d'ouverture, les salles vides résonnant de leurs pas feutrés. Ici, tout est courbe, fluide, comme l'amour, murmura Alice, traçant du doigt les mosaïques iridescentes.
Anaïs, émue, se tourna vers elle. Et nous? Sommes-nous des os brisés, ou des colonnes qui soutiennent le tout? Leur baiser, là, au milieu des vitraux colorés, fut un serment, plus de secrets, plus de peur. La résolution vint avec l'enquête, Ravière fut licencié pour diffamation et violation de confidentialité, son ambition brisée comme un miroir. Le Conseil, dans un geste inattendu de modernité, adopta une politique d'inclusion LGBTQ+, inspirée par l'affaire. Anaïs fut promue associée senior, son mail maudit transfiguré en symbole de résilience. Mais le vrai triomphe fut personnel. Lors d'une Pride parade sur les Ramblas, Anaïs et Alice marchèrent en tête d'une délégation du cabinet, bannière arc-en-ciel flottant au vent chaud de juin. La foule hurlait son approbation, un chœur multilingue célébrant l'amour sous toutes ses formes. Pourtant, le chemin n'avait pas été sans cicatrices. Anaïs apprit la patience, Alice la transparence. Elles parlèrent souvent de l'erreur originelle, riant désormais de ce clic fatal qui avait failli les séparer mais les avait finalement unis. C'était le destin, à la française, plaisantait Anaïs, évoquant les intrigues de Dumas. Alice, plus romantique, citait Baudelaire, l'amour est un crime, mais un crime sublime. Le dénouement s'acheva par un voyage à Paris, cadeau d'Alice pour les 1 mois de leur anniversaire officiel. Elle déambulait le long de la Seine, main dans la main, sous les platanes jaunissants d'automne. Anaïs montra à Alice les quais où elle avait rêvé adolescente, les librairies d'occasion du quartier latin imprégnées d'odeurs de papier ancien. Ici, j'ai appris à aimer en secret, confia-t-elle. Alice, serrant sa main, répondit, et maintenant, nous aimons au grand jour, comme les Parisiens avec passion et sans regret. De retour à Barcelone, leur vie s'ancra dans une routine heureuse, matin paresseux avec café et croissants importés de France, soirée à improviser des valses dans le salon d'Alice, face à la mer qui murmurait des promesses éternelles. Le mail devint une anecdote, un toast lors des dîners avec des amis Newfound, un cercle d'artistes et d'activistes lesbiens qui les adoptaient comme des sœurs. Anaïs écrivit même un article pour une revue juridique, L'erreur comme catalyseur, réflexion sur l'authenticité professionnelle, qui fit sensation dans les cercles progressistes. Ainsi, ce qui avait commencé par un clic fatal se mua en une odyssée humaniste, rappelant que l'amour, dans sa fragilité, forge les âmes les plus fortes. Anaïs et Alice, 2 femmes liées par le hasard et la vérité, apprirent que la trahison n'était qu'un détour vers une intimité plus profonde. Et dans les ruelles de Barcelone, où le flamenco pleure et rit à la fois, leur histoire devint légende, un hymne à l'amour lesbien, romantique et résili, sous le soleil impitoyable de l'Espagne.